nous essayons de comprendre, c'est l'alliance qui a eu lieu dans la science moderne entre la science et la technique. Pour cela, il faut comprendre la révolution dans la conception de la nature qui a eu lieu avec Galilée. Et avant de comprendre cette révolution, il faut revenir un peu en arrière et comprendre comment on concevait la nature depuis globalement Aristote. Aristote concevait le monde comme un cosmos organisé, équilibré, où chaque chose avait sa place. Mais ce monde était divisé, si vous voulez, en deux grandes parties. Et le point de division, c'était la Lune. Au-dessus de la Lune, il y avait le monde supralunaire. En dessous, avec la Terre, le monde sublunaire. Or, ces deux mondes dans le cosmos avaient des caractéristiques totalement opposées. Le monde supralunaire était composé des astres, qui sont, pour les Grecs, des sphères géométriques parfaites, qui suivent un mouvement circulaire parfait. Cette perfection imite le divin, et donc il y a des mouvements qui sont absolument nécessaires. Cette nécessité permet la science au sens strict, qu'est l'astronomie, qui était étudiée très précisément à l'époque à travers le modèle de Ptolémée. Au contraire, dans le monde sublunaire, là où il y a la Terre, on se rend compte que la Terre n'est pas une sphère parfaite, qu'elle contient des vallées, des montagnes, qu'elle contient des fleuves, des plaines, bref, beaucoup d'imperfections, et que les mouvements ne sont pas strictement circulaires. Au contraire, les mouvements sont très imparfaits. Le monde sublunaire est le lieu de la contingence. Il n'y a pas de nécessité et de perfection dans ce monde. Et c'est pour cela qu'il y a deux choses. Premièrement, pas de science au sens strict des mouvements sublunaires, et en même temps, ça ouvre l'espace pour l'action de l'homme, parce que s'il y a contingence, il y a technique possible. Autrement dit, on voit bien que dans cette cosmologie antique, ce qui permet la technique, c'est justement la dissociation de la science et de la technique. La dissociation d'un monde où il y a une absolue nécessité, de notre monde dans lequel il y a de la contingence et des choses qui sont au pouvoir de l'homme. Et cette distinction, elle repose sur la perfection des astres contre l'imperfection de la Terre. Le centre du monde, pour Aristote et les antiques, c'est bien la Terre, mais ce n'est pas du tout une marque d'orgueil, bien au contraire, puisque le centre est le lieu de l'imperfection. L'époque de Galilée est une époque de grands changements scientifiques. Et la grande invention de Galilée, c'est la lunette astronomique. Cette lunette astronomique, qui est composée de deux lentilles, permet d'observer beaucoup plus loin avec beaucoup plus de précision, parce que les lentilles offrent un grossissement important. Or, que constate-t-il lorsqu'il observe la Lune? La Lune n'est pas une sphère parfaite. Comme la Terre, elle comprend des montagnes, des vallées, des plaines, des plateaux, etc., etc. Autrement dit, la distinction qui était posée par les antiques entre un monde supralunaire parfait et la Terre qui était imparfaite ne tient pas. Ce que découvre Galilée grâce à la lunette astronomique, c'est l'unité de l'univers. Il n'y a pas deux grandes régions du cosmos. Il n'y en a qu'une. Mais immédiatement, une telle proposition pose problème. En effet, si on casse la perfection géométrique de l'espace, du monde supralunaire, il semble alors que toute science soit impossible, puisque justement c'était la condition de la science. C'était la condition par laquelle on pouvait appliquer au mouvement des planètes des formules mathématiques. Si c'est imparfait, alors, au contraire, il faudrait abandonner cette science. Ça, c'est un très gros problème épistémologique. Parce que si on dit qu'il n'y a pas de nécessité mathématique, ça veut dire qu'il peut en être autrement dans la nature, qu'elle est contingente. Et si elle est contingente, alors la science n'est pas possible, parce que à tout calcul, il sera possible d'en être autrement. La science, pour exister, a besoin de la nécessité. Or, les observations de Galilée montrent au contraire que cette nécessité ne serait pas présente dans la nature. Comment expliquer pourtant que ce soit les expériences, les observations qui ont montré la contingence de la nature, qui ont permis le développement comme jamais d'une science nécessaire et mathématique? Quel est le geste? Quelle est l'intuition de Galilée qui lui permet en même temps de constater l'imperfection, la contingence et l'unité de la nature, et en même temps de rendre possible la science nécessaire et mathématique? En effet, Galilée décide de tirer la conclusion strictement inverse. Certes, le monde supralunaire est exactement le même que le monde terrestre,
Mais on a utilisé l'outil nécessaire mathématique depuis des siècles et ça marche. Si ça marche, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas appliquer ce modèle à la Terre. Ainsi est née la science moderne qui va complètement transformer le rapport à la technique. En effet, le propre de Galilée est d'accepter l'idée suivant laquelle il est possible de comprendre tous les mouvements de l'univers, que ce soit ceux de la Lune au-delà de la Lune ou en dessous de la Lune, grâce à l'outil mathématique. Ainsi, Galilée révolutionne la conception de la science puisqu'il montre que celle-ci est composée de l'outil mathématique. Il le dit dans un texte très célèbre. La philosophie est écrite dans cet immense livre qui se tient toujours ouvert devant nos yeux, je veux dire l'univers. Mais on ne peut le comprendre si on ne s'applique pas d'abord à en comprendre la langue et à connaître les caractères avec lesquels il est écrit. Il est écrit en langue mathématique, et ces caractères sont des triangles, des cercles et autres figures géométriques. Autrement dit, ce que veut dire Galilée, c'est que la nature est écrite en langage mathématique. Et le travail du scientifique est un travail d'interprète, si vous voulez, de traducteur, qui doit dégager ces formules mathématiques pour comprendre comment l'univers fonctionne. C'est ainsi qu'apparaît la notion de loi scientifique. Une loi scientifique, c'est un rapport constant entre des données variables. Exemple, E égale mc2. Le rapport entre l'énergie et la masse est toujours le même. Il est constant, il est nécessaire. Il ne peut pas en être autrement. En revanche, on voit que les données sont variables, que si l'énergie varie, alors la masse varie. Ou inversement, si la masse varie, l'énergie varie. H est égal à 1/2 de gt carré. La hauteur est dans un rapport constant avec le temps de la chute. How about that? It proves that Mr. Galileo was correct in his findings. Mais si on modifie la hauteur, on en modifie le temps et inversement. Autrement dit, vous voyez qu'à l'intérieur même de la science, il y a un déplacement de la distinction entre le contingent et le nécessaire. Alors que jusqu'à présent, la science était le lieu uniquement de la nécessité, elle devient maintenant ce qui contient à la fois quelque chose de nécessaire, qui fait que la science est bien une capacité à démontrer, à connaître de façon nécessaire et universelle, mais elle contient une part de contingence du mouvement. Et voilà la raison pour laquelle il sera possible de penser un nouveau rapport avec la technique. On comprend donc que notre nouvelle conception de la nature est quelque chose qui est fondamental pour comprendre comment fonctionne la technique que nous utilisons dans son rapport avec la science.